Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire en lien avec la biodégradation et comment justement bien gérer la certification de sa matière dans le contexte réglementaire actuel, hein. Parce que voilà. Donc, Justine Jacquin vous expliquera tout et vous dira tout sur le sujet. Donc ce webinaire, il s'inscrit dans le programme annuel des webinaires technologiques d'IPC, donc à destination des industriels. Donc voilà, on a un programme annuel avec différentes thématiques. Donc n'hésitez pas à consulter notre programme où on vous informe de manière régulière. Voilà, le but c'est de pouvoir vous donner des éléments de réflexion et de décision pour pouvoir intégrer ça dans votre entreprise. Donc, pourquoi on a fait aujourd'hui ce webinaire sur la biodégradation? Parce qu'en fait, les matières plastiques biodégradables, elles se présentent de plus en plus comme une solution alternative aux matières pétro-sourcées, hein, pour réduire l'empreinte environnementale des produits plastiques. C'est comme ça que se positionnent les matières plastiques biodégradables. Mais la question est de savoir, c'est comment elles s'inscrivent aujourd'hui dans la réglementation et notamment sur la partie comment on certifie la biodégradation de ces matières. Parce qu'à un moment donné, voilà, il faut prouver les choses, il faut qu'on montre les choses, surtout vous par rapport à vos clients, à vos donneurs d'ordre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place ce webinaire aujourd'hui. Donc je vais donner la parole à Justine qui va tout vous dire sur le sujet et puis qui va vous expliquer. Et puis à la fin, donc bah, on échangera et vous avez la possibilité de poser des questions. Donc il y a un petit onglet à droite de votre écran qui s'appelle questions. Donc là-dedans, vous pouvez poser vos questions. Et il y a le support qui est aussi téléchargeable. Donc, vous avez un onglet, un petit onglet qui s'appelle Documents à distribuer. Et là-dedans, il y a un support qui est présentation biodégradation. Donc là, vous pouvez le télécharger directement. Et voilà, pour pouvoir. Et donc, comme ça, vous avez déjà le support qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, je laisse la main à Justine qui se présente et puis qu'elle vous présente le sujet du webinaire de ce jour. Justine, à toi. Eh ben, merci Yves. Bonjour à tous, donc moi je suis Justine Jacquin, chef de projet à IPC et je suis en charge de l'étude de la biodégradation dans différents milieux. On verra que ça a son importance et je vais vous parler de comment bien gérer la certification de sa matière dans le contexte réglementaire actuel. Donc avant, je vais vous faire une légère introduction sur tout ce qui est du coup production plastique et comment nous on différencie les différents types de plastique. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on arrive à avoir une production de plastique de 391 millions de tonnes par an. Donc, cette production de plastique a été multipliée par 260 en un peu plus de 70 ans. Et ces 391 millions de tonnes sont principalement utilisées pour le domaine de l'emballage. On estime que 40% de la production de plastique est utilisée pour l'emballage, 20% pour le bâtiment et la construction, et le reste, on le retrouve pour l'automobile ou comme par exemple l'agriculture, la médecine, etc. On va distinguer plusieurs sources de plastique et plusieurs comportements de plastique dans l'environnement. Donc tout d'abord, les plastiques que l'on connaît tous, c'est les plastiques dits conventionnels issus de la pétrochimie, donc d'origine fossile, donc c'est tout ce qui va être polyéthylène, polypropylène, etc. Et on va avoir aussi des plastiques moins conventionnels qui, dans certaines conditions et dans certains environnements bien spécifiques, peuvent être biodégradables, donc comme le PBAT, le PBS, le polybutynate succinate ou le polycaprolactone. Donc ils sont issus de la pétrochimie, mais contrairement aux polymères conventionnels, ils peuvent être biodégradés dans certaines conditions. Et ensuite, on va avoir les plastiques biosourcés. Donc, ça va être des plastiques qui vont avoir une origine dite renouvelable, qui vont tirer donc du coup leur nature de végétaux, de micro-organismes, etc. Donc, on va distinguer deux types de plastiques biosourcés. Donc, les plastiques biosourcés, comme les bio-PE, PP, PET, ça va être comme des plastiques conventionnels avec les mêmes propriétés et ils ne vont pas être non plus biodégradables dans l'environnement. Donc, c'est pas parce qu'ils vont être biosourcés que ça va changer en fait leur comportement dans l'environnement. Et on va avoir par contre des plastiques biosourcés biodégradables dans certains environnements comme le PLA, le PHA, le bioplast ou le Materbi. Il faut savoir que cette production de plastique biosourcé, aujourd'hui, en termes de masse, elle représente moins d'1% de la production mondiale de plastique. Donc, on va s'intéresser ensuite au devenir de ces plastiques en France plus particulièrement. Donc, selon les sources de Plastic Europe en 2020, sur les plastiques
sur les produits déchets en fait en France, on estime que 25% des plastiques sont recyclés. 40% vont être valorisés énergétiquement. Ça veut dire que lors de leur incinération, soit l'énergie utilisée ou l'énergie récupérée va être valorisée pour d'autres applications. Et il y a encore 35% de plastique qui terminent en décharge. Sur ces 35%, on estime, selon les études, qu'il y a 80 000 tonnes de plastique qui vont se retrouver dans la nature tous les ans. Donc, soit parce qu'ils vont être mal gérés au niveau de leur fin de vie, ou soit parce que, par exemple, c'est des décharges à ciel ouvert qui ne prennent pas en compte le risque de fuite de plastique dans l'environnement. Et donc, on estime aussi que sur ces 80 000 tonnes qui terminent en France dans la nature, 10 000 tonnes sont directement libérées en Méditerranée. Et donc, le problème que l'on va avoir, c'est cette pollution plastique qui va arriver donc, dans l'environnement marin. Donc, il faut savoir que l'environnement marin est un peu le réceptacle final de la pollution plastique. 80% de la pollution plastique retrouvée dans l'environnement marin vient en fait de la Terre. Cette pollution arrive par deux sources principalement. Elle va arriver par les cours d'eau, donc les fleuves, les rivières, etc., qui vont se charger en micro et en macroplastique tout au long de leur trajet, ou par les stations d'épuration qui ne vont pas être capables, en fait, par les systèmes de grillage, de récupérer tout ce qui est petits morceaux de plastique. Et donc, ça va finir dans l'environnement marin. Lorsque le plastique arrive dans l'environnement marin, ici, j'ai pris cet exemple, mais c'est vraiment, on retrouve cette caractéristique pour tous les environnements. Le plastique va arriver soit sous forme de micro ou de macro-déchets et il va être colonisé donc par d'abord de la matière inorganique, puis organique, puis ce qu'on va appeler le biofilm microbien. Et donc ce biofilm va avoir une action sur le plastique, il va pouvoir changer plusieurs caractéristiques et notamment la densité du plastique. Donc en fait le plastique peut flotter lorsqu'il arrive au milieu marin, puis ensuite avec le temps il va pouvoir s'enfoncer dans la colonne d'eau. Donc ici, pouvoir polluer du coup la surface, mais également la colonne d'eau et aussi le plancher océanique. Ce qui fait qu'on va avoir une pollution qui va être très diffuse et globale de l'environnement. Et ça va, de ce fait, augmenter les chances de retrouver ces microplastiques dans la chaîne alimentaire parce qu'ils vont être ingérés, par exemple, par les poissons, etc. Pour vous illustrer un peu la pollution plastique que l'on retrouve, hop, ici. En fait, ici, vous avez une image donc, en fait, d'un filet mental qui a été tiré dans le Pacifique, donc, au milieu du fameux 7e continent, où en fait, on s'aperçoit que le 7e continent est principalement composé de microplastiques de cette taille. Donc, en fait, on s'aperçoit que ici, le plastique, lorsqu'il séjourne pendant un long moment dans le milieu marin, il va se fragmenter en microplastiques et c'est ce microplastique qui va s'accumuler dans les océans et qui va faire cette toxicité est un réel problème. Donc, on va s'intéresser aux plastiques biodégradables plus particulièrement parce qu'ils peuvent avoir un effet sur la fin de vie de ces plastiques et sur l'accumulation de ces plastiques dans l'environnement. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que les plastiques, donc lorsqu'on parle de valorisation énergétique, ils sont principalement incinérés donc avec une récupération d'énergie et de chaleur. Et pour l'instant, il n'y a pas forcément de filière de biodéchets qui est mise en place pour pour les plastiques biodégradables, en France en tout cas, et que les plateformes de compostage industriel qui peuvent être capables de traiter les plastiques qui vont être biodégradables en compost industriel, on va vous en parler tout à l'heure, aujourd'hui, ils ne sont pas forcément très développés. Donc, en France, pour l'instant, au niveau des lois et des directives européennes, qu'un plastique soit d'origine fossile ou d'origine renouvelable, ça n'a pas d'incidence sur les restrictions qu'ils peuvent avoir. Donc, si par exemple, s'il y a une restriction au niveau des plastiques à usage unique, qu'ils soient biodégradables, biosourcés ou d'origine fossile, ils vont devoir être traités de la même manière. Cependant, il y a la loi AGEC qui va être mise en application, donc une partie de cette loi qui va être mise en application d'ici 2024 avec une obligation du tri à la source des biodéchets. Donc cela va pouvoir être intéressant car les collectivités vont être obligées de proposer en fait une collecte séparée de ces biodéchets et donc une solution de valorisation qui peut être par compostage ou par méthanisation de ces biodéchets et donc cela va pouvoir inclure donc, les plastiques biodégradables en compost domestique ou compost industriel ou voire même méthanisation. Et donc, cela va permettre un retour au sol et une production d'énergie renouvelable, telles que les biogaz produits en méthanisation. Donc, il faut savoir en fait que les biodéchets issus donc, des ménages représentent à peu près 43 kg par an et par habitant. Et donc, il peut y avoir également un tri à la source qui va pouvoir être
devenir un problème, c'est que lorsqu'on va parler de biodéchets alimentaires, il se peut que ces biodéchets soient déjà emballés. Donc que ce soit dans des matériaux en verre, en plastique, en métaux, etc. Et donc il va y avoir une problématique qui va se poser, c'est pour séparer en fait l'emballage de l'aliment, il peut y avoir des contaminations du coup de ces plastiques, etc. Donc même si l'emballage par exemple n'avait pas vocation à finir comme biodégradable, le fait que potentiellement il va pouvoir contaminer cette chaîne parce que il sert par exemple pour l'alimentaire, va pouvoir poser un problème pour tout ce qui est compostage ou méthanisation. Et donc, prévoir un emballage biodégradable en compost ou en méthanisation peut présenter un réel avantage pour leur valorisation derrière et pour la récupération du coup de ces biodéchets alimentaires. Donc, principalement, donc on va déjà commencer par définir ce que l'on appelle biodégradable en termes scientifiques. Donc, lorsqu'on parle de biodégradation du plastique dans l'environnement, en fait, on s'intéresse principalement à la conversion du carbone organique du plastique en biogaz et en biomasse qui est associée à l'activité de la communauté microbienne. Donc, comment cela se passe? Donc, lorsqu'un plastique arrive en milieu marin, il va être de la première étape, c'est qu'il va être biodétérioré, c'est-à-dire qu'il va avoir des fissures, des craquelures à sa surface qui vont permettre en fait aux micro-organismes de mieux coloniser ce plastique. Ensuite, les micro-organismes qui auront colonisé le plastique, ils vont pouvoir produire ce qu'on appelle des enzymes extracellulaires. Donc, les micro-organismes vont s'organiser en mode de vie, ce qu'on appelle le biofilm. C'est un peu un mode de vie communautaire. Et ils vont pouvoir excréter des enzymes extracellulaires et cela va provoquer en fait tout d'abord une biofragmentation du polymère. Donc cela va aboutir donc en fait à la production d'oligomères ou de monomères, c'est-à-dire des petites particules vraiment de plastique. Et lorsque ces petites particules seront assez petites pour être assimilées au sein du biofilm, elles vont pouvoir être utilisées comme source d'énergie si elles sont du coup biodégradables. Et donc l'assimilation par ce biofilm va permettre l'activité microbienne. Donc on va avoir du coup une production d'énergie et donc du coup une production de CO2. C'est ce qu'on appelle la minéralisation. Et donc lorsqu'on parle de biodégradation, c'est vraiment cette étape complète, c'est-à-dire à partir du carbone du polymère, on a cette étape de minéralisation de CO2 qui signifie que les bactéries présentes donc dans l'environnement étudié ont été capables d'utiliser cette source d'énergie et donc de la minéraliser complètement. En règle générale, les normes demandent à ce qu'au moins 90% du carbone du plastique soit transformé en CO2 pour que le plastique soit considéré comme biodégradable. Donc, on va voir plus particulièrement ensuite ce que nous disent un peu ces normes. Il faut savoir que la biodégradation d'un plastique est très dépendante donc, de l'environnement. Il faut savoir qu'un plastique, par exemple, comme le PLA, c'est le plastique un peu le plus connu, qui va être biodégradable en compost industriel, ne le sera pas en compost domestique ou dans le sol ou en milieu marin. Donc en fait, chaque plastique, lorsqu'on veut étudier sa biodégradabilité, il faut se questionner sur l'environnement que l'on veut étudier, car cela va être très important. Il faut savoir que le milieu marin est un environnement qui est très peu agressif, qui va être très peu actif sur la biodégradation et que le compost ou par exemple la méthanisation, la digestion anaérobie vont être des environnements plus agressifs et plus favorables à la biodégradation. Donc ça aussi, ça va être à prendre en compte lors des décisions du choix de la matière, par exemple. Donc, les études de biodégradation sont basées sur des normes actuellement, et donc peu importe le milieu, on retrouve en fait un peu ces 4 domaines que l'on demande d'étudier. Donc là, il y a le premier domaine, c'est la qualité du polymère, où en fait on va s'assurer que le plastique qu'on utilise en termes d'additifs ou en termes de présence de métaux lourds ou de molécules CMR n'ait pas en fait ces composants-là pour ne pas potentiellement contaminer l'environnement et avoir un impact sur la santé humaine. Donc la première étape, c'est vraiment de s'assurer de l'innocuité du plastique. Ensuite, la deuxième étape, ça va être la biodégradation qui correspond en fait à l'étude jusqu'à la minéralisation du carbone organique. Ensuite, on va avoir l'étape de désintégration où là, on va étudier le comportement et la fragmentation du plastique dans l'environnement, étudier encore une fois. Et enfin, on va étudier l'impact toxique. Donc, ça peut être sur les plantes si on étudie le compost ou le sol, ou ça peut être par exemple sur d'autres organismes si on est en milieu marin.
Donc, plus particulièrement, je vous ai pris ici l'exemple de deux études, donc que ce soit le compost domestique ou compost industriel, selon les normes actuellement en vigueur et selon également le cahier des charges de l'organisme Turostria. Donc, ce qui différencie un compost domestique d'un compost industriel, c'est que le compost domestique, lui, va s'étudier donc à peu près à 25 degrés et on va lui laisser beaucoup plus de temps, on va lui laisser presque un an pour mener à bien l'étude de biodégradation. Tout simplement, c'est que lorsqu'on est sur des plateformes de compostage industriel, on est sur un processus qui est bien régulier, qui est bien maîtrisé et qui, toutes les semaines, a un entretien régulier. Lorsqu'on est sur du compost domestique, on est déjà sur des plus petites quantités, avec un processus qui va être beaucoup plus aléatoire, où on ne va pas avoir quelque chose de normé sur la semaine, par exemple comme on peut retrouver sur les plateformes en compostage industriel, et surtout, on va avoir un apport en biodéchets qui va être constant au cours du temps, contrairement aux plateformes industrielles où en fait on travaille en andin, et donc lorsque les biodéchets sont apportés, ils sont apportés en une seule fois et ils vont être compostés en fait à la même vitesse. Ce processus qui n'est pas retrouvé en compostage domestique. Donc ensuite, c'est ce qui explique qu'on a ces différences de température. Donc lorsqu'on est en compostage domestique, on est à 25 degrés. Et en compostage industriel, en fait, avec un processus qui est vraiment optimisé et des quantités vraiment importantes, on se retrouve avec une température qui va être beaucoup plus élevée parce qu'on aura une activité microbienne beaucoup plus importante et beaucoup plus active. Donc la première étape, ça va être l'étape, comme je vous le disais, de biodégradation, qui va être du coup limitée à 6 mois pour le compost industriel et 1 an pour le compost domestique. En fait, lorsqu'on on étudie la biodégradation, on va étudier donc dans un premier temps l'activité microbienne en fait dit basique du compost. C'est-à-dire qu'on va mettre que du compost à l'intérieur de nos incubateurs, ici que vous pouvez voir en illustration sur la droite. Ensuite, on va apporter ce qu'on appelle une référence, c'est-à-dire nous, ça va être de la cellulose, donc c'est ce qui est préconisé dans les normes. Et donc, en fait, cette référence va permettre de tester l'activité du compost, de s'assurer que les micro-organismes qui sont dans notre environnement étudié sont assez actifs pour répondre à la demande, donc à l'essai de biodégradation. Et ensuite, on va pouvoir tester, donc, du coup, dans les mêmes conditions, notre plastique, donc qui va être broyé pour cette étape, parce que ici, à cette étape, on va vraiment s'intéresser donc en fait aux surfaces d'échange et donc s'assurer qu'en multipliant les surfaces d'échange, on permette en fait aux micro-organismes d'avoir cette accessibilité à ce carbone organique. Et donc, à la fin de l'étude, il faut qu'au moins 90% du carbone organique du plastique testé soit converti en CO2. Ensuite, la seconde étape, c'est l'étape de désintégration. Donc là, on ne va plus travailler sur un plastique broyé, mais on va travailler donc, sur le plastique sous sa forme finale, donc c'est-à-dire un plastique en 3 dimensions. On va avoir plusieurs échelles d'études. Donc soit on va être sur une échelle assez importante, dite une échelle quasi-pilote, avec la norme ISO 16929, soit une échelle à plus basse quantité qui va nous permettre, en fait, lorsque l'industriel, par exemple, n'est pas à cette étape, ne peut pas produire assez de plastique ou assez de quantité, de quand même tester la désintégration, donc sur des quantités beaucoup plus faibles. Et donc, ce test nous permet, donc, entre 3 et 6 mois, de tester la désintégration de ce plastique. Et il faut qu'à la fin de ce processus, on retrouve moins de 10% du poids sec de ce plastique qui soit supérieur à 2 mm. Donc en fait, pourquoi 2 mm? C'est tout simplement qu'aujourd'hui, lorsqu'on est à la fin du processus et qu'on doit tamiser le compost, lorsque c'est inférieur à 2 mm, on est juste incapable aujourd'hui de déterminer si c'est une particule de bois, si c'est une particule organique du compost ou si c'est du plastique. Et donc, normalement, lorsqu'on est arrivé à cette étape, on sait que lorsque les particules sont inférieures à 2 mm, au moins 90% du coup seront biodégradées parce que ça aura été fait à l'étape du coup précédente. Et ensuite, lorsqu'on a obtenu donc du coup ce compost dans l'étape de désintégration, donc c'est-à-dire qu'on a mis au contact du compost notre plastique, on va pouvoir tester ce qu'on appelle l'écotoxicité. Donc en fait, l'écotoxicité pour le compost domestique et industriel se fait sur 2 types de plantes. Donc nous à IPC, on a fait le choix de travailler sur le blé et la moutarde blanche. Donc en fait, tout simplement, on va mettre notre compost qui a contenu le plastique au cours de la désintégration en contact donc, du coup de graines de blé et de moutarde.
Et donc, on va le comparer, ce résultat, donc avec du compost qui n'a pas contenu ce plastique. Et donc, à la fin de l'expérience, il faut qu'il n'y ait pas de différence de germination et pas non plus de différence de production de biomasse, que ce soit biomasse humide ou biomasse sèche. Et là, tous les paramètres en fait un peu physico-chimiques de la plante vont être pris, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir qu'on observe d'effets de nécrose, il ne va pas falloir qu'on observe d'effets qu'on n'observait pas sur les plantes témoins. Donc voilà. Et donc, lorsqu'on considère un plastique biodégradable, lorsqu'on dit aujourd'hui qu'un plastique est biodégradable selon la norme EN 13432 si c'est du compost industriel ou NFT 51800 si c'est du compost domestique, il faut que le plastique respecte l'ensemble de ces processus, que ce soit la qualité du polymère, la biodégradation, la désintégration et l'écotoxicité. Et il en va de même du coup pour l'étude en milieu marin. Donc nous, à IPC, nous faisons également l'étude de la biodégradation des plastiques en milieu marin. Donc nous sommes accrédités par l'organisme Tubostria pour le faire. En milieu marin, c'est un peu plus complexe. Parce que lorsqu'on est sur l'étude de biodégradation, que ce soit en compost industriel ou domestique, on a ce qu'on appelle des normes de spécification qui régissent parfaitement en fait cette étude, qui donnent des seuils établis, qui sont reconnus par la communauté scientifique, et donc cela facilite les choses. Pour le milieu marin, en fait, il n'y a pas forcément de normes de spécification aujourd'hui. Donc en fait, l'organisme Tubostria se base sur des normes d'analyse et d'essai pour établir un cahier des charges complet et donc établir la biodégradation. Donc là, c'est vraiment, nous, on étudie plusieurs normes de biodégradation en milieu marin, mais là, je vais vous présenter en fait le cahier des charges de Tubostria. Donc, le temps d'étude en milieu marin, il est de 6 mois. On étudie la biodégradation à 30 degrés. Et donc, ça va se passer de la même manière que pour le compost domestique ou industriel, c'est-à-dire qu'on va prendre du milieu marin, donc de l'eau de mer naturelle, dans lequel on va placer également de la cellulose pour s'assurer de l'activité bactérienne. Et ensuite, on va placer nos échantillons contenant le plastique à tester. Pareil, on le teste sous forme de poudre et il faut que 90% du carbone du plastique soit converti en CO2 à la fin de l'étude, à la fin des 6 mois. Ensuite, il y a également une étape de désintégration où là, on va pouvoir observer donc la désintégration du plastique au cours du temps. Donc, selon les cahiers des charges de Tubostria, c'est 84 jours. Et il faut pareil qu'à la fin de ces 84 jours, on ne retrouve pas plus de 10% du plastique supérieur à 2 mm. Donc, tout cela, en fait, ces tests nous permettent de s'assurer que le plastique ne va pas se bioaccumuler dans l'environnement. Et ensuite, on a l'étape d'écotoxicité. Donc là, pour le coup, l'étape d'écotoxicité ne se fera pas sur des plantes, mais sur des petites Daphne magnia. C'est un microcrustacé, un zooplancton en fait dans l'environnement qui est très facile à conserver en fait au laboratoire et qui a la particularité de beaucoup filtrer l'eau. Donc en fait, l'eau de désintégration qui aura contenu l'ensemble des produits de biodégradation du plastique va être mise au contact de ces Daphne magnia pendant 24 à 48 heures. Et en fait, on va regarder l'effet en fait de cette eau de désintégration sur les Daphne magnia. Et donc, il ne faut observer aucune toxicité, c'est-à-dire aucune différence de comportement ou aucune mortalité sur le laps de temps où on étudie. Donc voilà, donc en fait, pour résumer, aujourd'hui, pour faire une étude de biodégradation, vous l'aurez compris, c'est une étude qui est assez complexe, qui va prendre beaucoup de temps au laboratoire. On peut avoir des études qui durent jusqu'à 1 an, voire même 2 ans, parce que je ne vous ai pas présenté, mais tout ce qui est étude de biodégradation dans le sol, ça peut durer jusqu'à 2 ans. Et donc, en fait, chaque étude de biodégradation va être spécifique de l'environnement. Ça veut dire que si vous faites une étude de biodégradation en compost industriel et que votre plastique est biodégradable dans ces conditions-là, cela ne vous garantit pas que ce plastique va être biodégradable en compost domestique. Donc, c'est pour ça que le choix de l'environnement à étudier est très important. Et donc, pour chaque environnement, il y a des normes, soit de spécification, donc du coup, qui vous garantit
un cahier des charges et des seuils à respecter pour certifier cette biodégradation, ou alors s'il n'y a pas des normes de spécification, soit il y a un cahier des charges qui est fait par un organisme comme par exemple Tuvostria, ou alors des normes dites d'analyse et d'essai, ça veut dire qu'il y en a plusieurs en France ou en Europe qui sont reconnues, sur lesquelles on peut se baser pour faire nos tests. Donc voilà, et donc pour résumer, finalement, nous à IPC, on est capable donc du coup de prendre en charge votre demande de certification ou dans un premier temps de vous accompagner sur la décision et le choix qui revient pour faire l'étude de biodégradation. On a mis en place en fait des tests de biodégradation complets, donc pouvant amener jusqu'à une certification, soit une certification par l'organisme Tuvostria, soit une certification selon les normes en vigueur. Mais on a également mis en place en fait un ensemble d'études des normes de biodégradation sur différentes normes. Par exemple, pour le milieu marin, on n'est pas obligé de respecter la norme préconisée par TÜV, nous pouvons également respecter d'autres normes. Et donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la certification de la biodégradation. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Justine pour ces, pour ces informations, ces explications en lien avec la biodégradation. On va regarder s'il y a des questions. Alors, il y a une question qui est donc une bouteille en PLA par exemple, est-ce que la réglementation sur 7, mais après il y a le problème, c'est qu'il y a des points d'interrogation, donc je ne peux pas forcément répondre à cette question. Est-ce qu'il y a, ouais, parce que le problème c'est sur 7, sur ceux où il y a des points d'interrogation, donc on n'arrive pas à lire. Bon, pour le PLA, c'est vrai que c'est un... D'accord, non mais sinon je peux juste apporter une... Je sais pas si je vais répondre à la question, mais en fait pour le PLA, c'est vraiment un plastique qui est aujourd'hui très étudié parce qu'il est biodégradable en compost industriel, aujourd'hui c'est reconnu, et par des innovations technologiques, on arrive à avoir des résultats positifs en biodégradation domestique. Concernant la réglementation, c'est ce que je disais au début, un PLA, donc c'est un plastique biosourcé, mais il va être soumis à la même réglementation qu'un plastique pétrosourcé si par exemple on est sur des plastiques à usage unique. Donc ça va être, pour le moment, en fait, la réglementation ne fait pas de différence sur des plastiques biosourcés ou pétrosourcés dans un domaine, enfin, dans les domaines d'application étudiés. Après, il y a donc une question, c'est quels sont les biopolymères que vous avez testés ou qu'on peut tester? Donc, alors, nous avons testé plusieurs polymères. Nous avons testé le polyhydroxyalcanoate. C'est une famille en fait de plastiques, le PHA, qui est connu comme étant biodégradable, que ce soit en compost ou en milieu marin. On a testé différents types de PLA. On a testé différents types de plastiques à base d'amidon. Voilà de ce que je peux dire. Après, on a testé plusieurs types, mais après, c'est à voir sur ce qui vous intéresse. ok. Alors là, c'est une question plus technique. Pourquoi la température de biodégradation au milieu marin est fixée à 30 degrés alors que quand on est dans le cas concret de l'eau, on est rapidement à 12 degrés sous la surface de la mer? Exactement. Donc ça, c'est quelque chose avec IPC. Donc on travaille avec le BNPP, le Bureau des normes de la plasturgie. En fait, c'est à 30 degrés parce que les normes, lorsqu'elles ont été faites, donc c'est notamment la norme ASTM 6691, a décrété que l'activité microbienne, du coup, serait plus importante et permettrait, du coup, de ce fait, d'accélérer, on va dire, les tests en laboratoire sans que cela fasse un biais pour le résultat de l'étude. Donc sur ça, nous, on n'est pas forcément d'accord. Donc c'est pour ça qu'en fait, on fait cette norme-là parce qu'elle est imposée par l'organisme Tuvostria, mais on fait également d'autres normes où là, on n'est plus à 30 degrés, mais on peut être par exemple à 15 degrés, à 18 degrés, ou on peut être tout simplement à la température de l'eau à laquelle on a été la chercher. Donc ça, c'est vrai que c'est une vraie problématique et en fait, nous, on essaye du coup dans un groupe de travail d'essayer de faire en sorte que cette température soit plus représentative de l'environnement marin. D'accord.
Après, en fait, oui, c'est quelle est la définition d'un microplastique? Donc en fait, la définition d'un microplastique, dont nous, dans notre domaine de biodégradation, c'est toutes les particules de plastique qui vont être inférieures à 5 mm. Donc inférieure à 5 mm, on va considérer qu'on est sur du microplastique. D'accord. Ouais, ça c'est en lien avec ouais, les pratiques dans le secteur de dans la biodégradation, quoi. Quels sont les milieux dans lesquels l'IPC est capable de caractériser la biodégradation? Voilà, donc il y a Donc compost là, je plastique, vous ai on le sait, présenté eau donc, du coup douce, les eau de trois mer, milieux. autres. Voilà, donc là, je vous ai présenté du coup les trois milieux pour lesquels on est accrédité par l'organisme Tubostria. Donc c'est compost domestique, compost industriel et eau de mer. Ensuite, on est capable, nous, de réaliser des tests de biodégradation dans le sol, en eau douce également. Voilà, c'est ce qu'on a pu tester actuellement. Mais il faut savoir que pour ces tests-là, on ne sera pas accrédité par l'organisme, mais on est capable de suivre les normes. Il faut juste savoir que du coup, ces normes-là, nous, on les a réalisées au laboratoire. C'est des normes qui peuvent prendre très longtemps. Par exemple, le sol, on a une étude qui est en cours et ça fait déjà 1 an et demi qu'elle est dans notre laboratoire. Donc voilà, il faut savoir que ça prend du coup plus de temps, quoi. Alors, une question, c'est si on ajoute des additifs dans une formulation, par exemple du PLA, est-ce que on veut tester, et que l'on veut tester la validation compost industrielle, est-ce que l'additif doit être testé seul ou on teste uniquement la formulation? Donc là, ça Donc, dépend de la quantité des additifs que vous ajoutez et de la nature aussi de ces additifs. Donc s'ils sont connus comme étant déjà biodégradables ou pas, si ils vont être toxiques ou pas pour l'environnement, et c'est surtout, ça va dépendre de la quantité que vous ajoutez. Au-delà d'une quantité, on va vous demander de les tester seuls. Après, ça dépend encore une fois quelles normes vous suivez, si c'est voilà, si c'est selon le cahier des charges industrielles, etc. Mais ça dépend en fait de la quantité des additifs. ok. Après, question suivante, c'est quid des OCDE 301 et 302B recommandés dans la dernière réglementation? Donc oui, donc ça c'est vrai que ce sont des tests qui sont recommandés pour l'étude de la biodégradation dans certains milieux, mais il faut savoir que ces tests-là ont vocation, on va dire, à répondre à une question préliminaire et pas forcément avoir une étude complète de la biodégradation. Ce sont des tests qui sont réalisés très rapidement et donc ils ne vont pas en fait aller aussi loin que les tests préconisés dans la norme. Ces tests-là, en fait, sont très utiles lorsqu'on veut connaître déjà comment se comporte notre plastique lorsqu'on n'a aucune idée de savoir s'il va être biodégradable ou pas. Et ce qui permet d'avoir une première réponse plus rapidement qu'avec ces normes-là qui sont mises en place. Donc c'est vrai que ça va être un sujet. Il y a notamment la PPWR, donc la loi européenne qui va sortir prochainement et qui va pouvoir nous donner un peu plus d'indications sur peut-être les normes utilisées ou comment les tests vont être réalisés. Donc ça va être à suivre, oui. Ok. Là, il y a encore une question concernant les additifs, c'est est-ce qu'on vérifie la biodégradation complète et donc toxique des additifs? Je pense, c'est-à-dire, Alors, est-ce qu'on teste donc déjà, l'additif seul, quoi, je pense. oui, c'est ça. Donc en fait, là encore une fois, ça va dépendre du coup de quelle quantité cet additif est ajouté donc, dans le polymère. L'additif doit être connu, il ne doit pas être inscrit par exemple sur des dispositifs comme REACH, il ne doit pas être considéré comme cancérigène, etc. Donc il faut connaître quand même certaines informations sur cet additif. Et oui, aucune toxicité n'est acceptée, que ce soit pour l'environnement ou pour voilà, s'il a été toxique, perturbateur endocrinien, etc. Ça non plus, c'est pas accepté. Ok. Et donc, ouais, la biodégradation de l'additif, soit il va être testé avec le plastique, soit il va être testé, suivant la concentration, il va pouvoir être testé seul, effectivement. Donc, on a une nouvelle question. Et ouais, la qualité du compostage domestique sera extrêmement hétérogène, quasiment du cas par cas. Le risque de déception et de controverse sera donc très élevé. Et greenwashing, quelle est notre position
sur la pertinence et la robustesse de ces tests. Alors en fait, je suis totalement d'accord avec vous que le compost domestique est très hétérogène. Euh, Ensuite, nous, en fait, on peut pas, lorsqu'on fait un test dans le compost domestique, on peut pas, on va dire, presque étudier au cas par cas. C'est-à-dire, on va pas prendre le compost de monsieur et madame tout le monde. Donc, c'est sûr, nous, on a un compost, on va dire, à peu près standardisé. Et surtout, lorsqu'on veut que ce compost respecte les normes, c'est-à-dire qu'il dégrade au moins 75% de la cellulose en 90 jours, c'est quand même, on lui demande en fait une activité microbienne assez soutenue que forcément on ne sera pas retrouvé dans l'ensemble des composts domestiques, surtout s'il n'est pas forcément bien entretenu. Donc en fait, le principe, euh, c'est de se dire que, par exemple, lorsqu'on va certifier un plastique biodégradable en compost domestique, nous, il va être biodégradable, par exemple, je vais vous donner un exemple. On va pouvoir dire, bon, bah, en 6 mois, 90% de son carbone a été transformé. Nous, on constate que la désintégration, au bout de 8 mois, on retrouve vraiment plus aucun morceau supérieur à 2 mm, etc. En fait, ce qu'on va pouvoir se dire, c'est OK, on donne ce résultat-là, mais lorsqu'on est sur du compostage domestique où le processus n'est pas autant maîtrisé que nous en laboratoire, parce qu'il faut savoir qu'en laboratoire, nous, forcément, on humidifie le compost toutes les semaines, on regarde qu'il y ait une bonne aération, etc. On remue le compost toutes les semaines, donc ce qui n'est pas forcément retrouvé chez monsieur et madame tout le monde. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que lorsque ce plastique est au contact de micro-organismes de l'environnement et de cet environnement-là, il est capable d'être biodégradé. Donc ça veut dire que sinon on trouve qu'il est biodégradable en 8 mois, bah, peut-être que chez monsieur et madame tout le monde, il le sera, mais en 12 ou 14 mois. Donc c'est sûr qu'il y a, comme on voit un peu des études qui sortent où en disant, bah voilà, on a mis un plastique biodégradable dans le compost, et puis le compost, en fait, on l'a laissé au fond du jardin tout l'hiver, il s'est rien passé, puis on l'a ressorti au printemps, et puis mon sac plastique, il est indemne et il s'est pas biodégradé. Oui, c'est des risques. Et en fait, nous, ce qu'on constate tout de même lorsqu'on fait des tests, c'est que ce soit en désintégration ou en biodégradation, on a des résultats cohérents. Et après, c'est juste prévenir le public et dire, bah voilà, ça, c'est dans le cas où le compost, le processus du compost domestique est très maîtrisé. S'il n'est pas maîtrisé, bah, cela va pouvoir prendre plus de temps que les 1 an préconisés par la norme. OK. Après, c'est comment sont décomptées les charges minérales sur le pourcentage de biodégradation? Bah ça, c'est à nous, c'est pas nous qui le faisons en fait. Il y a des analyses qui permettent en fait de décompter ces charges minérales. Je vais pas pouvoir vous donner la réponse tout de suite, mais si vous voulez, je peux me renseigner et je vais pouvoir revenir à vous pour vous donner la méthode qui est faite. Mais je sais qu'il y a il y a des méthodes qui sont mises en place pour décompter cette charge minérale du pourcentage de biodégradation et donc l'enlever du carbone organique. OK. Et après, alors, il y a des gens qui veulent être plus rapides par rapport au temps que tu as annoncé. C'est est-ce qu'il existe des tests accélérés prédictifs? C'est-à-dire, en fait, Alors, qui permettent de dire sur des temps plus courts, est-ce qu'on est bon ou pas? Je pense que c'est c'est ça. Alors, la question. oui, et il en existe. Donc, comme on le disait, donc, il y avait des guidelines qui permettent de dire, bah voilà, on fait un test et si au bout d'un mois, on a ce type de résultat, alors ça peut être considéré comme apte à la biodégradation. Avec ce type de test-là, le problème, c'est que soit d'une manière ou d'une autre, pour l'accélérer, on a augmenté la température, on a modifié certains paramètres qui fait qu'on ne va pas forcément bien représenter la réalité. Et d'une autre manière, par exemple, si vous avez un plastique avec plusieurs matières à l'intérieur, il se peut qu'en un mois, la première matière se soit super bien biodégradée, donc on a des bons résultats, mais qu'en fait, la seconde matière qui compose votre échantillon, elle ne se dégrade pas et du coup ne sera pas prise en compte dans cette cinétique. En fait, on est sur du biologique. Du coup, on n'est pas sur quelque chose qui va être forcément régulier au cours du temps. Si on a un composite, par exemple, ou une matière qui est fait donc un plastique fait de plusieurs matières, on peut avoir ce qu'on appelle des courbes un peu en sigmoïde. Ça veut dire que au début, il va bien se biodégrader, puis après, on va avoir un palier assez rapidement. Et ça, les tests de biodégradation en accéléré
ne permettent pas de le prédire. Donc, c'est pour ça que oui, c'est possible. C'est très utile lorsqu'on est vraiment à une étape au début presque de formulation, une étape de choix de la matière. Donc là, ça va être, voilà, on va pouvoir avoir des premières indications sur le comportement de ce plastique dans l'environnement, mais il ne faut pas le prendre, on va dire, comme argent comptant. Derrière, on peut retrouver un comportement différent lorsqu'on fait un test de biodégradation beaucoup plus complet. Oui, donc alors c'est plutôt en fait, c'est savoir ce qu'on en pense. Selon l'ADEME, les plastiques compostables n'ont pas de valeur agronomique puisqu'ils n'apportent aucun élément fertilisant et que le carbone qu'ils contiennent est essentiellement transformé en gaz à effet de serre. Est-ce que leur compostage ne peut être considéré comme une forme de recyclage? Alors, est-ce qu'on est vraiment dans la biodégradation et qu'on n'est pas dans un recyclage déguisé? En gros, c'est ce que je sous-entends par la question. Alors là, c'est un débat même au sein de la communauté scientifique parce qu'on voit aujourd'hui, donc nous on utilise le terme biodégradation et on voit aujourd'hui un terme apparaître, c'est recyclage organique pour parler de la biodégradation. Donc oui, oui, selon l'ADEME, moi j'ai vu cette étude sortir qui dit que les plastiques compostables n'ont pas de valeur agronomique et même ils conseillent même eux de ne pas forcément mettre ces plastiques, voilà, ça rejoint un peu la question qu'on a eue avant, ces plastiques dits compostables en compost industriel dans le compost parce qu'il y a des risques d'accumulation, etc. Il y a des risques pour la santé. Aujourd'hui, un plastique qui respecte les normes, que ce soit européennes ou françaises, donc c'est la NFC 51800 ou la EN 13432, ne doit pas avoir dedans d'additif qui est toxique pour l'environnement ou toxique pour la santé humaine. Donc, le fait qu'il y a un risque que ça s'accumule dans le compost, oui, cela est vrai parce que, comme je le disais, si le processus du compostage n'est pas bien maîtrisé, effectivement, au lieu de prendre 8 mois, ça peut prendre un peu plus d'1 an, etc. Mais aujourd'hui, dire que ces plastiques ont un effet vraiment toxique sur le compost, cela, ça n'a pas été encore prouvé. Mais tout à fait, lorsqu'on met du plastique directement, on va dire un sac plastique dans le compost, ça ne va pas être pour fertiliser ou pour ajouter, par exemple, de l'engrais dans ce compost-là. On est bien d'accord. Il va avoir aucune valeur nutritive au compost. Ça, c'est sûr. Ok, merci. Alors là, une question piège, mais bon, je pense que c'est l'ordre de grandeur du coût d'une étude complète de biodégradation en compost industriel. C'est-à-dire biodégradation plus désintégration plus écotox. Je pense que c'est compliqué de répondre comme ça en direct. Alors, c'est un peu compliqué. Ça va vraiment dépendre en fait de l'état d'avancement de votre projet. Si vous venez dans un objectif de certification, donc en fait, nous, on propose deux types de tests. Soit c'est un test vraiment complet où on va respecter stricto sensus du coup les normes et les cahiers des charges. Donc là, on va être en triplicate. Ça va nous demander du coup forcément un temps d'expérience et un temps de manipulation plus important. Ou soit alors, il y a des tests où vous en êtes vraiment qu'au début, on va dire, de l'étude, vous dites, bah ouais, non, moi, j'ai pas besoin d'avoir autant de triplicats, d'avoir besoin d'autant de temps. On peut en fait diminuer les coûts d'une étude en faisant par exemple que des duplicats. On vous indique bien que du coup, on ne respecte pas les recommandations de la norme, mais c'est vraiment dans un objectif, on va dire, de rapport interne pour vous aider à avancer. Donc, en fonction du type de l'étude, bah, ça peut varier et en fonction aussi du temps et de votre plastique. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, donc un ordre de grandeur, on va dire vraiment complet, hein, que ce soit pour test d'écotoxicité, la biodégradation, la désintégration, l'écotoxicité jusqu'à la certification, on va dire qu'on va être autour des 10 000 €. Vraiment, si on fait quelque chose de complet du début à la fin, avec un échantillon à certifier. Mais ça peut vraiment varier du simple au double en fonction voilà, comme je disais, si vous en êtes qu'à l'étape préliminaire ou pas, s'il n'y a que certaines étapes à faire ou pas, et en fonction du type du plastique aussi. Ok. Est-ce qu'on a déjà évalué des grades de Sulapac? Non, ça ne me dit rien du tout. Ok. Ouais, c'est une nouvelle matière qui sur une base eau, donc c'est une nouvelle matière biosourcée. Et on en a jamais testé cette mais non, on l'a pas eu. Certaines sociétés proposent des additifs type enzymes permettant d'accélérer la biodégradation. Quel est votre retour d'expérience?
Oui, alors ces additifs effectivement permettent d'accélérer la biodégradation et surtout ils permettent donc par exemple c'est le cas le plus connu qui me vient en tête, c'est par exemple le PLA, c'est surtout un plastique qui n'est pas biodégradable à la base dans l'environnement étudié comme par exemple le compost domestique va en fait être biodégradable dans le compost domestique grâce à cet ajout d'additifs à base d'enzymes. Donc oui, ça a été testé et ça a été prouvé comme étant efficace. Et après, effectivement, certains additifs peuvent aider à catalyser la réaction et du coup à accélérer les résultats obtenus. Et ça, on en a testé, mais voilà, pour l'instant, ceux qu'on a testés étaient positifs par rapport à cette action. Mais on n'a bien sûr pas testé l'ensemble on va dire, des additifs enzymatiques mis sur le marché. Ok, et puis donc une dernière question. Alors, c'est marqué, c'est biosourcé et biodégradation, point d'interrogation. Je pense c'est quelle est la différence entre les deux ou quelle est la signification de ces deux termes qui sont biosourcé et C'est ça. biodégradation. C'est Voilà, donc en fait, on a souvent tendance à faire un peu un raccourci malheureux en disant que parce que c'est biosourcé, c'est biodégradable. Et c'est un peu le schéma que je vous ai montré en début de présentation. Ça n'est pas vrai du tout. Un plastique qui est biosourcé ne sera pas forcément biodégradable dans l'environnement étudié. Comme par exemple tous les bio-PE, les bio-PP, c'est ce que je disais. En fait, eux ne sont pas biodégradables car ils ont les mêmes caractéristiques qu'un plastique conventionnel. La seule exception, c'est que le carbone n'est pas issu d'une origine fossile, est issu de matériel renouvelable, donc de matière biosourcée. Et lorsqu'on est sur un plastique biodégradable, c'est exactement la même chose. Là, on s'intéresse en fait, biosourcé, c'est l'origine du plastique, et biodégradable, ça va être son comportement en fin de vie dans un environnement étudié. Et donc, un plastique biodégradable n'est pas forcément biosourcé. Par exemple, il y a du PBAT, du polycaprolactone, des plastiques comme ça que l'on retrouve qui sont d'origine fossile et qui peuvent se révéler biodégradables dans un environnement donné. Donc en fait, c'est vraiment comment dire, deux termes différents qui avant, et c'est pour ça que ça a mis de la confusion, c'est avant on appelait ça souvent des bioplastiques. Et bioplastique, ça voulait dire biosourcé ou biodégradable, ou les deux. Et donc c'est pour ça qu'en fait ce terme, moi j'évite de l'utiliser parce que ça met vraiment de la confusion dans les esprits, quoi. Merci. Autre question qui vient d'arriver, c'est évaluez-vous la durée d'utilisation d'un emballage biodégradable? C'est une très bonne question. Alors non, en fait, nous vraiment, on étudie l'objet donc soit avant son utilisation, ou alors parce qu'il va avoir une utilisation spécifique, on va l'étudier après l'utilisation voulue. Mais nous, à IPC, on n'évalue pas, par exemple, la durée de vie d'un sac avant qu'il se retrouve dans le compost, par exemple, si c'est ça la question. Ça, on ne fait pas. Ouais, je pense que c'est ça, c'est à dire avant qu'on rentre dans la phase de biodégradation, c'est ce que la durée de vie du Oui. produit en usage. Oui, c'est ça, des tests d'usure. Non, ça, c'est des choses, même par exemple d'une bouteille, ça, c'est des choses. Si c'est des tests d'usure, ça, nous, on n'est pas en compétence de le faire. Existe-t-il une liste des polymères biodégradables en home compost industriel ou milieu marin? C'est ce qui est déjà, c'est-à-dire qu'en Alors, fonction du milieu sur lequel je pense on veut travailler, est-ce qu'il y a déjà des préférences de choix de matière? Je pense que c'est ce qui doit être c'est très ça. important dans Alors, cette question. il y a une liste qui existe, par exemple, qui est recensée par l'organisme Turostria. Sur leur site internet, ils ont en fait une espèce de bibliothèque de matières sur lesquelles eux, ils ont déjà certifié les différentes matières. Après, si on a une matière un peu spécifique, parfois il peut y avoir déjà des recherches scientifiques qui ont été faites et donc dans certains articles ou publications, on peut retrouver les caractéristiques de biodégradation ou pas. Mais en tout cas, si vous voulez une liste plus ou moins préfaite avec qu'est-ce qui a déjà été certifié, vous pouvez la retrouver sur le site de Turostria, par exemple. Ok. Bon, c'était la dernière question, à moins qu'il y en ait d'autres qui arrivent.
Bah, pour l'instant, moi, il n'y a pas l'air d'avoir de nouvelles questions. Donc, merci Justine pour toutes ces réponses. J'espère qu'on a répondu aux attentes des gens. Ah oui, avez-vous évalué, il y en a une dernière qui arrive, avez-vous évalué le PEF? Non, non, on n'a pas évalué le PEF encore. Et bon, sur ces matières-là, où les gens voilà, qui posent des questions par rapport à des matières spécifiques, on est à votre disposition, hein. Justine est à votre disposition Oui, pour tout pouvoir à en fait. discuter plus particulièrement, voilà, et voir déjà, parce que ça, après, c'est pareil, hein, c'est dur de répondre sur ce type de matière directement, ce qui est aussi, Oui, s'il y a des c'est choses, ça, ouais. je pense qu'il faut un peu plus de contexte pour pouvoir y répondre. Donc, on est à Ça, votre écoute, hein, n'hésitez pas. Donc, voilà, tout à fait. donc voilà, je pense que c'était la dernière question. Donc, merci Justine donc, pour ces apports. Comme je disais, Justine est à votre écoute et à votre disposition. Vous avez ses coordonnées, hein. Donc n'hésitez pas à revenir vers elle. C'est vraiment notre spécialiste de la biodégradation au sein d'IPC. Voilà, elle sera à même à vous répondre de manière plus particulière, de manière en privé, sur vos questions et votre projet ou vos sujets, votre questionnement. Donc voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on en termine là. Donc je vous remercie déjà tous, hein, d'être présents, d'avoir assisté à ce webinaire, de pouvoir d'avoir posé ces questions et d'avoir voilà. Et j'espère qu'on vous a répondu. Vous allez donc comme j'ai dit, il y a le document qui est à votre disposition pour le télécharger, pour ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé, et vous aurez accès au replay de ce webinaire qui vous sera envoyé dans les jours qui suivent, dans les 2-3 jours qui suivent, vous aurez accès à ce webinaire et au replay pour pouvoir revoir et revoir cette présentation et revenir vers nous si, voilà, si vous avez des questions. Merci à vous tous et bonne fin de journée à vous. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.